Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative, vous le savez, sur le plan local et ou national. Et c'est avec Alix Amikian. Oui, je fais du suspense. C'est toujours Alix aujourd'hui. Salut Patrice. Ça va, on y va? Très bien. Allez, tranquille, on y va, on est bien. Avec eh bien aujourd'hui ce gros plan sur ces compétitions qui connaissent véritablement un franc succès. Acté, Cubes, ce sont des concours d'économie d'énergie entre établissements scolaires, des challenges nationaux ô combien pédagogiques et ludiques. Vous le verrez, TikTok, le temps presse à en croire les scientifiques du monde entier. Comment devenir un acteur aujourd'hui de la transition écologique? Quelle est la place des enseignants et plus généralement de l'école de la République dans ce processus? Là aussi, on posera toutes ces questions à nos invités. Il y aura une loupe avec Alix. Oui, et je vous parle des jeunes ruraux qui ne sont pas à la traîne sur les questions environnementales. On verra ça avec une assoce dans un instant. On y va. Et je vous présente sans plus tarder mes invités via Skype. Tout d'abord, Marie-Noëlle Sautreau. Bonjour Marie-Noëlle. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignante au collège Guy de Maupassant. Ça se trouve où? Pardon? Ça se trouve où? Ça se trouve à Garéoul, dans le Var. Vous avez vu, je vous ai laissé le dire. Je n'étais pas sûr de la prononciation. Garéoul, dans le Var. Et on est en plateau avec Mathias Carteron. Bonjour Mathias. Bonjour. Mathias Carteron, chef de projet. J'allais dire Cube, mais Cubes. Parce qu'il y en a plus, il y en a plein, des cubes. On va les voir, les cubes des concours usage, bâtiment, énergie. Donc du programme Acté. Et Acté, c'est Action pour les collectivités territoriales, pour la transition énergétique et notamment l'efficacité énergétique. Quelle est la philosophie de ces concours au final? On a bien mis le point S, le S à Cube. L'objectif, c'est de créer une compétition entre les établissements pour la sobriété énergétique. Et l'idée, c'est de proposer une méthodologie pour que les élèves et les enseignants puissent agir en faveur de la transition énergétique et notamment sur les usages. Donc les ingés ne bossent plus, quoi. Allez, Alors, les ingés sont bien entendu mis dans la boucle, systématiquement. J'espère. Bien sûr. Parce que l'idée, c'est vraiment de considérer le bâtiment comme étant un outil pédagogique en lien à la fois avec les usagers, mais aussi avec les agents techniques. Qui a eu cette idée? Comment a germé cette idée? Ça a germé depuis une dizaine d'années maintenant. Ah, quand même, donc, grâce à l'IFPEB, qui est l'Institut français pour la performance énergétique du bâtiment. Et ils ont décidé en 2019... Vous êtes nickel sur tous les acronymes. Hein. Le mec est tout révisé, là, depuis tout à l'heure. Il est super concentré, le Mathias, tu sais. l'IFPEB, ok. Oui, du coup, l'IFPEB, il y a 10 ans, on crée cette méthodologie et ça s'est converti pour le milieu scolaire en 2018 avec Cubes. Et aujourd'hui, on a plus de 1200 établissements qui sont accompagnés. Donc ça fait 11%. 1200 établissements accompagnés, ça fait 12%. 11-12%. Un établissement sur 10. C'est assez conséquent, c'est même considérable. Et du coup, aujourd'hui, vous avez parlé effectivement de la philosophie effectivement de Cubes, effectivement. Et est-ce que vous pouvez nous décliner justement les trois compétitions au final? Vu qu'on s'est rendu compte que ça marchait très bien dans le milieu scolaire, donc notamment pour les collèges et les lycées, donc pour Cubes, en 2021, on a décidé de développer le programme pour la partie école primaire, donc élémentaire et maternelle, Cube École, ça s'appelle. Et on lance la 4e saison en septembre prochain et on a accompagné près de 300 écoles depuis 2021. Ça dure, c'est tout au long de l'année? C'est un projet qui suit effectivement les établissements, les classes tout au long de l'année? Exactement, ça commence à partir de septembre et ça finit en septembre de l'année suivante avec une magnifique remise des prix. D'accord, et comment on s'inscrit? On s'inscrit grâce au site internet de l'IFPEB, notamment. Cube École, Cubes ou Cubeville, le 3e programme sur internet. Et toutes les informations sont mentionnées. Marie-Noëlle, vous avez connu ce programme comment? Comment vous avez décidé, vous, de participer à cette compétition? Alors c'est un peu particulier parce que nous, on nous a contactés en fait. On a appelé notre établissement scolaire pour nous dire est-ce que vous voudriez participer à ce projet? On est dans un établissement qui est très tourné vers le développement durable et on cherche toujours des nouveaux projets pour nos élèves, notamment pour nos éco-délégués. Et on cherche aussi des projets qui soient assez fédérateurs parce qu'on a des élèves de la 6e à la 3e. Et ce projet-là s'inscrivait bien dans notre philosophie, notre démarche et dans le fait qu'on veuille trouver un projet sur plusieurs niveaux scolaires. Qui a été convaincu tout de suite par ce projet? C'est vous, du coup? C'est passé par le directeur d'établissement? C'est vous qui avez été moteur, si je puis dire, dans cette démarche?
Alors, c'est notre chef d'établissement qui nous a proposé. Alors, on a la chance qu'on soit toujours suivi dans nos projets. Et je ne suis pas toute seule, on est une équipe en fait, on est 3. Boris Dogno et Virginie Huras m'accompagnent. Et on s'est dit qu'on allait se lancer. Et puis, il y a un truc qui nous a plu, c'est qu'on aime beaucoup les concours. on aime bien les challenges, on aime bien faire des nouvelles choses. Donc, ça nous a vraiment beaucoup plu. Et on s'est tout de suite dit, allez, on y va, on se lance. Et on va bien sûr inclure nos élèves dans cette démarche. Ça devait arranger effectivement également le chef d'établissement. Il est dans quel état votre bâtiment à la base? Alors, on a un établissement qui est plutôt vieillissant. Donc, ça a été un peu compliqué au début parce qu'on s'est dit que faire des grosses économies d'énergie, ça allait être difficile. Alors que moi, par exemple, dans ma salle de classe, à cette époque-là, avant travaux, il faisait 14 degrés l'hiver. Donc on s'est dit, bon, on a un bâti qui est un peu compliqué, mais bon, quand même, on va se lancer dans quelque chose. Donc on a vraiment travaillé sur les petits gestes du quotidien qui pouvaient être aussi applicables dans les foyers. Donc c'est vraiment ça qui nous a insufflé la dynamique. Et du coup, ça nous a aussi dit qu'il fallait qu'on crée un événement. Et c'est pour ça qu'on a participé au prix événement de ActeCubes. Mathias, quand vous contactez les établissements, vous leur soumettez des idées de projet ou c'est eux qui, from scratch, vous proposent quelque chose? C'est les deux. En fait, c'est grâce à l'expertise du CEREMA qui accompagne tout au long de l'année les... Le CEREMA, on rappelle. Alors, CEREMA, c'est un centre d'expertise public spécialisé dans la transition écologique. Je vais être chiant aujourd'hui. Qui est partout en France. C'est D'accord. une très grosse organisation et ils accompagnent du coup les collectivités, les établissements tout au long de l'année, avec plusieurs temps, des réunions de montage, de cadrage. Et en fait, ils leur proposent un référentiel, un répertoire d'actions, et après les différents établissements se saisissent des ressources qui leur sont mises à disposition. Et vous pouvez donner des exemples d'actions? Alors on a les opérations gros pull par exemple, on a des pré-diagnostics en marchant. C'est quoi les OP gros pulls? On baisse le chauffage et on sensibilise les élèves sur le fait que ça consomme de l'énergie de mettre du chauffage. Du coup, on les incite à mettre un gros pull. Et du coup, ça questionne aussi la question du confort. Qu'est-ce qui est confortable dans un bâtiment? Est-ce qu'on est obligé d'être en t-shirt ou en pull pour pouvoir être en cours et bien suivre les différentes activités? Ce qui est sûr, c'est que je me souviens que quand on a trop chaud en cours, on s'endort. Donc, l'hiver, quand il y avait beaucoup de chauffage, t'as tendance à un peu somnoler. J'ai un exemple, tiens, de ce qui s'est passé du côté de Clermont-Ferrand. Ça, pour le coup, c'est le cube scolaire? C'est le cube école. Le cube école à Clermont. On y va, c'est parti, en Auvergne. On a décidé de s'impliquer là-dedans à Clermont-Ferrand, d'abord parce qu'on voyait bien un enjeu énergétique qui était comment on peut travailler sur les consommations d'énergie dans nos écoles. Il y a une tranchée qui a été faite au niveau de la cour, et donc c'est ce qu'on appelle le réseau de chaleur. Donc la chaleur viendra d'une énorme chaudière placée aux alentours de Clermont-Ferrand, qui amènerait la chaleur jusqu'ici et qui remplacerait nos petites chaudières. Alors les économies envisagées et déjà constatées sur d'autres bâtiments sont au-delà des 30% d'économie d'énergie. Et on espère faire aussi bien, voire mieux encore dans d'autres écoles. Et puis il y avait évidemment une dimension pédagogique vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des équipes. Ce qui a été formidable, en fait, c'est que tout de suite, on leur a proposé des choses très concrètes. C'est-à-dire qu'ils ont pu visiter la chaufferie, ils ont pu se promener dans l'école pour voir un petit peu les différents points sur lesquels on pouvait agir pour faire des économies. Et donc, ils ont adoré parce qu'en fait, c'était ultra concret. Et surtout, on a créé des choses. C'est-à-dire qu'on a créé des petits personnages qu'ils ont presque rendus vivants pour donner des conseils et rappeler les bons gestes. Marie-Noëlle Sautreau, quels sont les différents acteurs qui s'impliquent du coup dans le projet? Alors, donc déjà, notre moteur, c'est toujours les élèves. Donc eux, ils s'impliquent. Là, pour notre dernière journée d'action, c'est eux qui ont entièrement monté le projet, donné leurs idées, pris les rendez-vous avec les différentes personnes dans le collège. Mais il est vrai que sans le soutien de notre administration, notre gestionnaire, de toute l'équipe pédagogique, on ne pourrait rien faire parce qu'on leur impose quand même certaines contraintes durant ces journées événements. Et si dans notre collège, il n'y avait pas une aussi bonne ambiance et une aussi bonne atmosphère, rien ne serait possible, ça c'est sûr. Quelles sont les ressources pédagogiques pour les enseignants quand ils débarquent from scratch, oh là là, j'aurais pas dû le dire, from scratch, comme le dirait Alix, ils sont peut-être un petit peu, pas perdus, mais bon, on se dit par où on commence, quoi. En fait, on a deux types de ressources. On a à la fois les ressources pour les enseignants, qui sont sur des différentes thématiques pour l'énergie, pour leur proposer aussi des événements tout au long de l'année. Et on a aussi des ressources pour les agents techniques, pour les guider sur la partie gestion du bâtiment, qui est très très importante, parce qu'on ne peut pas
on ne peut pas faire des économies d'énergie. C'est compliqué de faire des économies d'énergie sur la sobriété énergétique si on ne règle pas bien son bâtiment. Et l'idée, c'est de les conseiller par rapport à toutes les technologies qu'il peut y avoir dans ces bâtiments-là. Parce que maintenant, on a des bâtiments qui sont très high-tech avec la régulation de la ventilation, la régulation du chauffage, etc. Et tout ça s'optimise avec notamment des consignes qu'on peut partager à la fois dans les temps d'accompagnement du CEREMA, mais aussi dans les différentes ressources qu'on propose. Mais finalement, le grand gagnant, c'est le plus innovant ou c'est celui qui a cumulé le plus de petites actions qui, in fine, ont un résultat? C'est les deux, en fait. Parfois, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ébriété, pour faire un peu le comparatif sobriété-ébriété. Il y a beaucoup d'ébriété dans un bâtiment et on se rend compte qu'il y a des choses qui devraient être arrêtées par rapport aux lumières, par rapport au chauffage. Et finalement, c'est l'addition de tout ça, mais aussi la partie innovante des enseignants à pouvoir proposer un cadre ludique dans tout ça, quoi. Et alors justement, ce cadre ludique, Marie-Noëlle, comment on instaure ce cadre ludique auprès des élèves? C'est assez facile à faire ou c'est la partie la plus difficile? C'est à la fois facile et difficile. Le tout, c'est d'avoir des idées, en fait. Mais nous, ce qui nous a toujours plu dans la philosophie d'ActeCubes, c'est l'énergie positive qui se dégageait. Et on avait vraiment envie de donner ça aussi à tous les événements qu'on a créés. Et nous, notamment, ce qui marche très, très bien, c'est d'avoir fait un dress code. En fait, ce jour-là, les élèves doivent tous avoir une petite touche de vert dans leur tenue. Et ça marche vraiment très bien. En petite activité ludique aussi, on leur a fait faire un petit dessin sur la main, que ce soit un cœur, un soleil, une étoile verte, pour qu'il y ait une espèce de ralliement à ce projet. Et ça aussi, ça a très très bien marché. Et pour donner un aspect un peu ludique, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a fait un concours entre classes, un challenge interclasse. Ils devaient répondre tous à un quiz. Et on a ensuite tout corrigé ensemble avec les élèves, les élèves éco-délégués. Et la meilleure classe gagnait le droit de manger en premier à la cantine pendant une semaine. Donc ça, c'était vraiment le super cadeau. Et on a été aussi aidés par le département du Var et ils ont eu des petits cadeaux. Donc tout ça a fait que ça crée quand même une énergie très positive et ça a donné une bonne dynamique à cette journée. Comment on calcule les économies d'énergie? Marie-Noëlle, pardon, Marie-Noëlle, on les calcule du coup? Comment ça se passe? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on s'est rendu compte, nous, quand on a commencé le projet il y a 4 ans, que notre gestionnaire n'avait pas accès aux consommations du collège. Donc c'était un premier point. Et grâce à ActeCubes, il a eu enfin accès aux consommations. Et après, grâce à ActeCubes, c'est eux qui nous donnent en fait notre pourcentage d'économie d'énergie qu'on a réalisé au fur et à mesure des mois. Et nous, pour un bâtiment qui n'était pas vraiment très favorable, là, au dernier résultat à la fin du concours, on avait quand même fait 11% d'économie d'énergie. Ce qui est vraiment beaucoup par rapport à notre bâtiment qui est vraiment vieillissant. Ce gestionnaire qui n'avait pas accès aux consommations d'énergie du collège, c'est un cas rare ou c'est quelque chose qui est commun? Ou vous allez m'effrayer? Voilà. C'est quelque chose qui est commun, qui peut arriver, en effet. D'accord. Et du coup, comment vous avez accès à ces données? Est-ce que vous allez sur place, vous les calculez? Comment ça se passe? Pour le coup, on bénéficie du soutien de l'IFPEB dans le concours, qui a des équipes d'ingénieurs qui ont conceptualisé une méthodologie pour suivre les consommations et de ne retenir que la partie économie d'énergie liée à la sobriété énergétique, aux usages. Donc ça, c'est techniquement assez innovant. Et ils suivent les collectivités tout au long de l'année, les établissements, pour récupérer les factures et pouvoir après donner un classement tous les mois dans une newsletter pour que tout le monde puisse comprendre finalement les actions qui sont menées et avoir aussi les gains qui sont réalisés grâce à leurs actions. Marie-Noëlle, est-ce que vous pouvez nous parler plus concrètement de ce que vous avez mis en œuvre pour faire ces économies d'énergie? Alors, nous, on a la particularité d'avoir participé à 2 saisons de Cubes. Donc, on a commencé la première année en ne sachant pas trop quoi faire. Mais on s'est tout de suite dit que la première chose à faire, c'était de sensibiliser les élèves. Donc, une des premières choses que l'on a fait, c'est faire un concours. Je vous ai dit, on aime bien les concours. Donc, on a fait un concours de nudge, c'est-à-dire des concours où les élèves devaient créer des incitations pour éteindre la lumière. Donc là, c'était vraiment notre premier point. Et aussi travailler sur éteindre les vidéoprojecteurs entre midi et 2, des petites actions qui ont fait que, en fait, les élèves se sont sentis impliqués. Après, au fur et à mesure des années, on a développé un petit peu le projet et vraiment une des actions fortes que l'on a faites les premières années, c'est une coupure de courant, une journée, c'est pas une journée, c'est pendant 2 heures. Et ça, vraiment,
ça a été un peu un point d'achoppement avec le personnel, mais ça a vraiment montré à quel point on était dépendant de l'énergie. Et ça a vraiment, on espère que ça a fait réfléchir quand même. Parce qu'on s'est quand même rendu compte que si on n'avait pas de vidéoprojecteur, pas d'ordinateur, on n'arrivait plus à faire cours, alors que normalement, on devrait quand même y arriver. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'ils se sont dit les élèves, voire même peut-être les parents d'élèves pendant ces 2 heures de coupure, qu'au final, c'est vrai que ça ne tient pas grand-chose, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. C'est ça tient vraiment pas grand-chose et surtout, ça devient complètement inconfortable. Moi, dans ma salle, en fait, on n'arrive pas à faire cours sans lumière parce que la salle est très sombre. Donc, j'ai dû aller faire cours dehors et vraiment, j'ai trouvé un apport pédagogique. C'était vraiment très, très intéressant. Et les élèves, en plus, étaient beaucoup plus calmes. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais ça nous permet aussi de réfléchir sur nos pratiques. On est souvent ancré dans nos habitudes, des choses qu'on fait tous les jours. Et voilà, on espère vraiment que ça fait au moins réfléchir sur cette dépendance qu'on a à l'énergie. Un petit peu piqué, c'est bien, ça fait toujours du bien, ces petites piqûres de rappel, c'est ça. C'est le but du jeu au final, un peu à l'image de la classe de Marie-Noël, c'est-à-dire qu'on s'engage sur une année, mais on sera bien meilleur la 2e année, qu'il y ait un suivi comme ça sur le temps. Oui, exactement. L'idée, c'est qu'on propose une méthodologie et que ensuite les établissements se l'accaparent pendant une année avec un suivi et la mettent encore plus en place, si je peux dire, les années suivantes. Et ça continue, les économies d'énergie continuent. Alors après, le gisement diminue parce que il n'y a pas non plus, il y a beaucoup d'actions de sobriété énergétique, mais après, plus on est performant et plus on agit, moins il y a de gisement. Mais au moins, ça a le mérite de sensibiliser et ce sur la durée. Après, l'objectif, le principal enjeu, c'est d'avoir toujours une organisation en interne qui permettrait du coup de passer le message aux nouveaux arrivants pour que les actions continuent. Et in fine, est-ce que l'objectif c'est de généraliser ces habitudes à une échelle nationale, de soumettre un vrai projet même Complètement. Disons que ce programme s'inscrit aussi dans la logique du gouvernement par rapport au plan de sobriété qui a été lancé il y a 2 ans maintenant. Et l'idée, c'est d'opérationnaliser un peu les éléments. Et en fait, on s'est rendu compte que vouloir mettre en place des actions de sobriété sur les usages, c'était pas si simple que ça. On pouvait pas juste le décider et que ça allait se mettre en place tout seul. Non, ça nécessitait un suivi, à la fois une connaissance du bâtiment, mais aussi une méthodologie. Donc l'idée, c'est de donner à voir, de prouver que la méthode fonctionne et que des économies d'énergie sont réalisables. Parce que dans le cadre du concours, on atteint jusqu'à 30% d'économies d'énergie. On a fait 33% d'économies d'énergie pour le vainqueur de la saison précédente. Et c'est des choses qu'on n'a pas forcément en tête, ou on ne se rend pas forcément compte que beaucoup d'actions sont réalisables à l'échelle des usagers, notamment. Et pourquoi c'est déterminant, c'est essentiel que les élèves et les enseignants participent, parce que ça pourrait juste être des mesures appliquées depuis la direction et... L'idée, c'est qu'il y a un lien et je pense que uniquement le côté technique, ça ne fonctionne pas parce que, par exemple, si on sort de la partie scolaire, qu'on va un peu dans la partie bureau, on aurait tendance parfois à mettre des chauffages dans les bureaux parce qu'il fait froid. Et le fait de sensibiliser les usagers, ça permet aussi à ce que les mesures soient pas trop coercitives et que les personnes s'engagent de manière positive, naturelle envers la transition énergétique. Et si les usagers ne sont pas des alliés à la partie technique, beaucoup d'ébriété pourraient être perpétuées quelque part. Marie-Noël, vous avez éprouvé, donc testé la méthode pour la 2e année consécutive en collège. D'après vous, ce serait aussi facile à mettre en place au lycée? Ça existe au lycée, mais pour vous, c'est aussi facile à mettre en place, ou au lycée, on n'a pas le temps, il y a tous les programmes, ou pour vous, il faut absolument le faire et c'est possible? Donc, je pense que c'est possible. Après, ces gestes, c'est des gestes du quotidien, donc je pense qu'ils sont aussi applicables au lycée. Et peut-être que les élèves qui sont peut-être un petit peu plus matures ont plus de réflexion, et je pense que ça peut vraiment les toucher. On peut facilement les toucher, les lycéens? Alors complètement, QBS s'est adapté à la fois au collège et au lycée. Et alors il y a d'autres types d'actions qui s'organisent au sein des lycées, comme des fresques du climat par exemple, une plus forte mobilisation parfois de tous les élèves. Et ça se passe très très bien dans les lycées également. Ouais. C'est l'heure de la loupe, et la loupe c'est avec Alix.
Oui, comme souvent, j'ai pas eu le temps de tourner toutes les pages. Routine. Alix, la routine, tu sais bien. Donc, je vais encore tourner une page et je vais trouver enfin mon lancement. Enfin, oui, peut-être. Non, les jeunes des campagnes, ma chère Alix, ne sont pas à la traîne sur les questions environnementales. Et non, et je vous le prouve avec l'association Rura. Elle œuvre chaque jour auprès d'environ 3000 jeunes accompagnés dans leur parcours scolaire, professionnel et citoyen. Le dernier exemple en date est un appel à projet sur la transition écologique lancé avec la Fondation Suez. On écoute Noémie Robin, elle est membre de l'association et elle a participé au dispositif. À l'origine de ce projet, un constat simple, mais pourtant trop peu relayé. 82% des jeunes ruraux se disent préoccupés par les enjeux environnementaux. Et pourtant, dans les médias comme dans les discours publics, on continue souvent à les présenter comme peu sensibles, en retard sur ces questions. Nous, ce qu'on voit chez Rura, c'est l'inverse. La réelle difficulté de ces jeunes ruraux, c'est l'éloignement et le manque d'accès à des lieux et à des espaces pour s'engager en faveur de l'écologie. Chez Rura, on accompagne chaque année près de 3000 jeunes pour qu'ils puissent librement construire leur parcours académique, professionnel et citoyen, et donc aussi pouvoir trouver leur place dans les débats relatifs à l'écologie. C'est donc dans cette dynamique qu'on a lancé, avec la Fondation Suez, un appel à projet à destination des jeunes ruraux. Il a été pensé par eux et pour eux, afin qu'ils puissent trouver des solutions qui répondent à leurs contraintes, leurs spécificités. L'objectif, leur permettre de formaliser des initiatives de transition écologique innovantes, ancrées dans leur territoire et adaptables à d'autres espaces ruraux. Après avoir accompagné 6 candidats, 3 projets ont été retenus et vont être soutenus toute l'année. En se mobilisant à l'échelle de leur territoire, en imaginant des solutions concrètes et ancrées dans le réel, ces jeunes ruraux montrent bien que la transition écologique est un sujet collectif, essentiel et mobilisateur dans les grandes métropoles, les petites villes et les campagnes. Et parmi les projets finalistes, 3 jeunes filles, Maëva, 19 ans, de Cholet, elle a imaginé un vide dressing engagé à la fac d'Angers pour sensibiliser à la mode éthique et à la fast fashion. Marina, 17 ans, de Vichy, elle veut planter 100 arbres dans sa commune en impliquant les enfants et les habitants. Et Justine, 17 ans aussi, dans le Tarn-et-Garonne, elle lance une collecte massive de fournitures scolaires destinées à être recyclées en mobilier urbain. 3 projets, 3 territoires et un même message. Les jeunes ruraux ont des idées, de l'énergie et l'envie d'agir pour une écologie de terrain juste et inclusive. Les jeunes ruraux, juste pour info, représentent 30% des jeunes. Et si on ajoute ceux des petites villes, c'est 60%. C'est donc impossible de penser la transition sans eux. Mathias, parmi les établissements qui participent au concours, il y en a beaucoup en territoire ruraux? Oui, il y en a une grande partie en territoire rural, en effet. Et c'est important aussi, ça fait partie de votre démarche? Oui, c'est très important parce qu'il faut vraiment intégrer l'ensemble du territoire et c'est un peu la vocation aussi du programme CUBES qui est aujourd'hui présent dans tous les départements de France. J'aimerais qu'on écoute ce petit extrait. Tout à l'heure, je vous ai emmené du côté de Clermont. J'ai d'autres témoignages à vous faire écouter. Ça donne ça. On a fait ce fabuleux jeu électrique. Pour eux, c'était génial parce qu'ils ont découvert comment fonctionnait un circuit électrique et en même temps, on apprenait des choses. D'où vient le changement climatique de ces dernières années? À votre avis, est-ce que c'est une question qui concerne plus éco ou éco-watt? Est-ce qu'il vient de la température du soleil qui augmente? Est-ce qu'il vient de la pollution produite par l'homme? Ou est-ce qu'il vient des incendies de plus en plus nombreux? Alors on réfléchit par petits groupes. Une des choses qui ont très bien fonctionné là-dedans, c'est l'articulation des différentes équipes, nos équipes techniques, les gens qui gèrent le bâtimentaire, les gens qui s'occupent d'entretien, les équipes évidemment pédagogiques, et puis d'accompagnement qui était apporté par le CEREMA sur de la méthodologie, sur des outils, etc. Donc le premier bénéfice, c'était vraiment de faire travailler en fait toutes les classes ensemble, puis les adultes, puis les familles, donc fédérés. Et puis le deuxième, je pense que c'est qu'on a vraiment éveiller la curiosité des élèves. Moi, je trouve ça super d'apprendre ça à mon âge. Le Cube École, c'est un truc super. Et j'ai que 10 ans et que j'apprends ça, c'est vraiment chouette. Ce que j'aimerais, c'est de pouvoir transmettre dans l'avenir aux plus petits ce Cube École pour que ça reste toute la vie, pour pas que la planète se gâche. Au final, Mathias Carteron, les élèves sont placés au cœur de la transition énergétique dans leur établissement, mais aussi chez eux? Exactement. Alors l'idée, c'est pas de les rendre
anxieux par rapport à pas de créer d'éco-anxiété. L'objectif c'est de les rendre acteurs, et pour éviter du coup cette éco-anxiété, c'est une bonne c'est de proposer du coup une méthodologie concrète. En fait, l'idée c'est de pouvoir agir concrètement pour ne plus être anxieux. Et du coup, ils sont bien entendu acteurs chez eux. Il y a une enquête d'ailleurs qui a été proposée par l'IFPEB à ce sujet dans le cadre de Cubes notamment, qui présente que il y a eu des économies d'énergie qui ont été réalisées dans les familles. Ils sensibilisent leurs parents en fait. Exactement, ils sensibilisent leurs parents et ils réalisent des économies d'énergie par effet de bord chez eux. Marie-Noëlle, sensibiliser sans faire flipper. C'est délicat à trouver. C'est pas facile, surtout que, en fait, on se rend compte que les élèves, ils sont parfois très anxieux par rapport à la transition écologique. Et c'est vrai que les sensibiliser, mais au travers de jeux, de moyens simples, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur au projet et nous tenait à cœur. D'ailleurs, je tiens à souligner que grâce à Cubes Acté, en fait, nous, on a distribué un kit à tous nos élèves avec des choses assez simples, un mousseur qui diminue le débit d'eau, un thermomètre à mettre dans leur chambre, par exemple, juste pour qu'ils fassent des petits gestes sans angoisse et qui puissent réaliser des économies d'énergie. Et ça, vraiment, ça marche très très bien. Ils sont très contents. L'attribution de ce kit, c'est systématique, Mathias ? Oui, c'est systématique. Donc un mousseur d'eau, c'est ça ? Alors, il y a un guide de l'éco-enquêteur, il y a un mousseur d'eau, il y a des cartes aussi à jouer. Et les établissements ont aussi à disposition des outils techniques, donc caméras thermiques, luxmètres, thermomètres, pour pouvoir organiser des ateliers pendant l'année. Combien d'élèves accompagnés jusqu'à ce jour ? C'est pas de chiffre précis, c'est pas grave. Voilà, parce que c'est tout nouveau. Mais 1200 établissements. 1200 établissements, c'est ce qu'on va retenir. Et je retiens aussi que ça va être la 4e édition et que année après année, à chaque année, il y a un nouveau concours. Donc vous arrêtez jamais. Tout va bien. Là, pour le coup, on souhaitait s'arrêter potentiellement à la saison en cours. D'accord. Et au regard des différentes sollicitations qu'on a pu avoir des différents départements, régions ou établissements, on va lancer une 4e saison, une dernière saison à partir de septembre prochain. Pourquoi vous l'arrêtez ? Parce que c'est les financements. En fait, le programme Acté s'arrête. Acté Plus s'arrête fin 2026. Pour l'instant, on n'a pas encore d'informations sur la reconduction du programme. D'accord. Et du coup, ce serait dommage quand même. Pour l'instant, on reste sur ces informations-là. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra annoncer des choses positives par rapport. J'espère qu'on vous reviendrez sur ce plateau pour nous annoncer les bonnes nouvelles. Avec grand plaisir. S'il vous plaît, Mathias Carteron, chef de projet Cubes du programme Acté. Marie-Noëlle Sautreau, merci beaucoup. Également enseignante au collège Guy de Maupassant à Garéou, ça se trouve dans le Var. Merci à tous les deux de nous avoir représentés. C'est très beau concours, ma chère Alix. Il ne reste plus qu'à s'y mettre. Oui. On peut encore s'inscrire jusqu'à septembre. On va gratter quelques petits trucs. Excellente journée. Encore merci. Merci beaucoup. Ciao.